Je veux qu'on me foute la paix. Merci, c'est pas facile à trouver. Vous avez un emploi, monsieur Lebowski? Super, monsieur. Super. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est l'heure. C'est l'heure du... Critique du cinéma. Dominique Moll, c'est un de ces artistes trop peu mis en avant. Il a eu un succès assez fulgurant au tout début de sa carrière, autant critique que public, avec Harry, un ami qui vous veut du bien. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai fait un épisode dessus qui est sorti lundi. C'était son deuxième long métrage, mais il a eu du mal à concrétiser une véritable ferveur publique, comme par exemple des François Ozon. Et c'est vrai que c'est toujours un barrage assez difficile, on le voit après un succès fulgurant. On a eu par exemple récemment le cas de Grave avec Julia Ducournau qui a été un véritable succès, et une difficulté avec Titane qui a beaucoup moins marché, en tout cas au niveau du public mais aussi de la critique. Et c'est le cas malheureusement de beaucoup de réalisateurs qui n'arrivent pas à passer ce cap d'arriver à devenir des réalisateurs bankable. Est-ce que c'est grave ? Pas forcément, et même pas du tout, parce que là on est face avec Dominique Moll à un véritable maître du polar qui arrive à chacun de ses films à nous surprendre et nous donner beaucoup de cinéma. Et là la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est encore le cas avec son nouveau film La fille du 12 ? Eh bien on va découvrir ça dessus. Est-ce que Clara avait des ennuis ? Elle tombait facilement amoureuse. Elle voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara ? Elle a été brûlée vive. Moi je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. On fait un boulot bizarre quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations et on écrit des rapports. Des rapports et des rapports. Pour ce qui est de la genèse un petit peu de ce projet, il a fait comme habituellement dans son parcours, c'est-à-dire qu'il a été auteur de l'écriture du scénario du film. Il a été auteur donc avec une deuxième personne, ils sont souvent deux à créer, c'est toujours un petit peu avec la même personne qu'il crée. Mais il aime bien un petit peu ce duo d'auteurs, on peut l'entendre des fois dans les interviews en parler, c'est quelque chose qui est important pour lui de créer aussi le papier de l'origine. Malgré tout, c'est quand même quelque chose qui est inspiré par une trentaine de pages du livre de Pauline Guéna, 18.3, une année à la PJ, où en fait il va avoir un fait divers similaire à celui qui va être évoqué dans le film, qui va rester non résolu. Il ne choisit par contre pas du tout la même implantation géographique, puisque l'écrivaine avait suivi la PJ au niveau de Versailles, alors que le film va se concentrer sur celle de Grenoble, et même plus précisément à Saint-Jean-de-Maurienne. Le film, lui, fut présenté pour la première fois au public au Festival de Cannes 2022, il y a quelques mois de ça, dans la sélection des amis de Thierry Frémaux. Et oui, l'a bien nommé Cannes Première. L'accueil critique fut plutôt bon, et la comparaison à Cold Case ou au cinéma de Fincher avec par exemple Zodiac furent vraiment légion. Mais du coup, c'est quoi ce film ? À l'APJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu'il n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Johan, c'est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas et les doutes de Johan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. Petite précision qui n'est pas dite dans le film et qui est assez importante à mon sens, Clara c'est quelqu'un qui va être brûlée vive, un meurtre qui est assez violent et qui est montré de manière assez graphique dans le film, sans être trop non plus horrible, tout le monde peut regarder ça. Mais ça me semble assez important de montrer que c'est par le feu que cette personne est malheureusement décédée. Et on va pas tourner autour du pot 20 ans, La nuit du 12 est un excellent polar. Et si tu es un minimum intéressé par ce type de film, n'hésite même pas, tu vas adorer et passer un excellent moment. Si tu as déjà vu par exemple Harry, un ami qui vous veut du bien, et bien si tu as aimé Harry, un ami qui vous veut du bien, ferme les yeux, fonce et va voir ce film. Vous n'avez même pas la peine d'écouter ce podcast pour que je vous donne mon avis. Maintenant, par contre, je vais essayer d'aborder point par point et de décrire point par point ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film. Tout d'abord, l'imagerie du film est véritablement signifiante et pour la photographie, Dominique Moll a décidé de collaborer à nouveau avec Patrick Gingerelli. Et excusez-moi pour la prononciation si je me suis trompé. Il avait déjà travaillé avec celui-ci dans le film Seules les bêtes, qui est aussi très intéressant et que je vous conseille fortement. Et on sent un véritable parallélisme entre les émotions de Johan, personnage principal du film, et la lumière. Ce qui est un véritable travail qui a été aussi effectué sur Seules les bêtes. Puisque le film débute avec des cadres très lumineux, montrant une promotion pour lui et un début d'enquête où la cohésion de groupe semble être omniprésente. Et donc, il y a plutôt du bonheur, ou en tout cas du bonheur au niveau du travail, du bonheur dans leur
cadre de vie qui est un petit peu particulier, celui de la police. Et puis, plus le film avance, plus l'enquête dévore littéralement de l'intérieur Johan. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui va le dire dans le film. Et on a vraiment une sensation d'assombrissement des plans et une création de cadre de plus en plus en mode je renferme sur la santé mentale du personnage. Il semble vraiment cerné de toutes parts par la photographie du film. Et pour illustrer ça, Dominique Moll va utiliser un procédé de répétition de plans, c'est-à-dire qu'il y a des plans qu'on va revoir plusieurs fois dans le film, mais avec des évolutions sur chacun d'eux. Le premier, c'est déjà sur la scène introductive et sur la scène de conclusion, on voit Johan faisant du vélo dans un vélodrome, et on va le voir plusieurs fois dans le film, mais avec toujours des évolutions, c'est-à-dire que toujours plus d'enfermement du personnage, et on va pouvoir voir aussi un cadre et une lumière de plus en plus recentrés sur lui, mais de plus en plus sombre. On peut aussi y voir le vélo comme une enquête qui tourne en rond, puisqu'il tourne en rond sur son vélodrome. D'ailleurs, sans trop vous en dévoiler, la scène finale montre une véritable variation par rapport aux autres moments du film où on voit ceci, et vient nous montrer qu'au final, la véritable quête de ce film était de nous parler de l'évolution du personnage de Johan, et pas forcément de son enquête. Son enquête pour être développée par le vélo, qui certes va avoir peut-être d'autres horizons, mais va rester à tourner en rond. La deuxième manière de le faire, c'est des plans de Grenoble qui sont déjà magnifiques. Moi, je connais assez peu Grenoble, j'y ai mis une seule fois les pieds, mais là, de loin, ça donne vraiment envie avec ces montagnes autour. Bref, petite digression de ma part. Mais on voit donc un Grenoble qui est assez lointain et qui, au début, sont extrêmement lumineux, ils sont magnifiques et qui vont évoluer petit à petit avec l'apparition d'abord de nuages, avec un certain assombrissement et un dernier plan comme ceci, avec clairement la brume qui vient presque toucher la ville de Grenoble. Par ce moyen, Dominique Moll arrive vraiment, comme à son habitude, à créer une ambiance du film qui vient clairement coller à l'état d'esprit de ses personnages. Ça permet une véritable immersion dans la psyché de chacun qui va beaucoup plus loin que si on n'avait rien de signifiant autour. Encore une fois, la mise en scène sert à créer beaucoup plus que ce que l'on pourrait penser. En parlant d'Harry, un ami qui vous veut du bien, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux films. Outre le fait qu'il y ait une ressemblance physique assez troublante entre Bastien Bouillot, interprète de Johan dans La Nuit du 12, et Michel, Laurent Lucas, interprète de Michel dans Harry, un ami qui vous veut du bien, le film est clairement dans une veine scénaristique assez proche, avec pareil ce littéraire qui vient un peu troubler la vie du personnage principal, et des événements qui vont petit à petit s'enchaîner, mais déboucher à pas grand-chose sur le plan, on va dire, de la vie quotidienne du personnage, mais par contre qui vont le faire évoluer personnellement. Et bouquet final, à la fin, il y a toujours une évolution réelle des personnages. Et là où je mets véritablement en exergue, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une continuité entre les deux, qu'on pourrait voir vraiment une ligne où on pourrait enchaîner les deux films l'un après l'autre et y voir presque un diptyque. Voilà. Et c'est véritablement sur les rôles féminins d'Harry, un ami qui vous veut du bien. Ils sont d'abord montrés réellement comme un frein pour le personnage de Michel, et c'est vraiment attisé par Sergi Lopez et la démence de Sergi Lopez autour de ça. Et petit à petit, on va voir l'importance que ça peut donner et l'équilibre que ça peut donner aussi. Et dans la continuité du film de Dominique Moll, qui est une véritable aussi ode au féminisme et une ode à vouloir montrer que l'humanisme, ça serait de pouvoir montrer que les personnes sont égaux à toi et que tu ne dois pas être supérieur à une personne par rapport à son sexe. Et c'est une véritable digression qui sont créées sur ces deux films. Pour résumer, le film est donc véritablement féministe et le revendique assez frontalement. Pourtant, sur toute la première partie du film, il n'y a quasiment aucune femme de montrée, ou en tout cas aucune femme importante. Les femmes, elles ne sont montrées que comme des victimes, et jamais comme partie prenante de l'histoire. Et d'ailleurs, on voit véritablement quelque chose d'un petit peu, une vision très masculine de pourquoi le meurtre est effectué. On nous explique que le meurtre doit être effectué par un ex et par jalousie. Et ça se voit surtout parce que la police n'est composée que par des hommes. Et du coup, forcément, ces pensées ne sont dictées que par eux. Et pourtant, au fil de l'évolution de l'enquête, ce sont toujours par l'intervention de femmes que des choses vont se débloquer. Que ce soit en donnant d'autres perspectives au personnage de Johan, on pense forcément à cette discussion avec la meilleure amie de la victime, ou en créant de l'affect émotionnel à celui de Marceau. Dans chacun des cas, toutes les avancées sont liées aux femmes. Cela vient s'étayer d'autant plus sur la seconde partie du film, où ce qui pourrait paraître déterminant, ou en tout cas qui peut faire vraiment avancer l'enquête, nous sont donnés par 4 femmes, toutes à des postes clés, juges, policières
et traductrice. Ainsi, je ressens la volonté de l'auteur de nous montrer une certaine voie possible dans une société marquée par un nombre important de violences faites malheureusement aux femmes, ce qu'on peut appeler des féminicides, et perpétrées par une éducation de sectorisation sexuée. Alors ça peut être des hommes ou des femmes, malheureusement c'est plus souvent des hommes qui vont faire des choses à des femmes, et l'une des solutions pouvant améliorer les choses, pouvant faire évoluer les mentalités, vient sûrement en mettant au centre des décisions les personnes concernées par ces choses-là. Ça paraît assez logique pour le cas des féminicides. Si vous voulez combattre le féminicide, c'est peut-être si une femme a des postes assez importants pour pouvoir le faire. Cela permet d'avoir une vision plus proche de la réalité, plus proche de ce qu'elles peuvent vivre et ou ont déjà vécu, et que nous, en tant que, par exemple, moi, par exemple, en tant qu'homme, je ne pourrais malheureusement, pas malheureusement d'ailleurs, dans un sens, heureusement pour moi, mais jamais vivre. Mais en tout cas, que je ne pourrais jamais complètement comprendre. Et oui, je pense que vous l'avez compris, mais La Nuit du 12, un petit peu à l'instar de Men d'Alex Garland, est un véritable plaidoyer pour vaincre le mal. Et ceux qui ont la ref, je vous aime très fort. Et du coup, même si aussi à l'instar de Men, il y va de manière un peu forcée par moments, on pense forcément à la scène de planque avec Nadia, où moi ça m'a fait légèrement sortir du film. C'est un poil trop pour ma part, mais on y voit quand même toutes les bonnes volontés du monde pour dénoncer un véritable système. Et même si on pourrait y voir une certaine forme d'hypocrisie, puisque ces deux films, que ce soit Men ou que ce soit La Nuit du 12, sont faits par des hommes, c'est quand même pas si inintéressant de pouvoir voir ça se développer devant nous, même s'il y a toujours un peu d'hypocrisie dans toute chose. Et en plus de nous développer du coup ce problème, ou tous les problèmes au niveau de notre société, le film est social sur d'autres points, en nous montrant l'état de nos services publics avec le manque de moyens et de formation des équipes qui nous représentent et qui sont vraiment des problèmes institutionnel au niveau du sexisme. On pense forcément au dialogue un peu houleux entre Johan et Fred, et même du racisme avec le monologue de Nadia qui fait quand même un petit peu mal. Nous voyons, sans les critiquer frontalement, que Dominique Moll essaye de nous donner un véritable état des lieux de notre police. Et moi là j'ai donné un petit peu un côté négatif dès le début, mais on y voit aussi vraiment les bons côtés avec ces gens dévoués qui cherchent à faire le bien et qui sont vraiment qui voient une véritable vocation là-dedans. On a un petit passage par exemple qui parle des heures supplémentaires non payées, etc. Ou avec plein de choses sur ça. On voit quand même qu'ils les font parce qu'ils sentent qu'ils font quelque chose d'important pour la société. Et on voit, je pense, des gens qui ont une véritable mentalité de on aide les autres. Et ça, c'est très très bien mis en scène et bien montré. Rien n'est vraiment manichéen. Mais on y voit aussi forcément les mauvais côtés. On pense à ces budgets microscopiques et leur difficulté d'avoir même une imprimante qui fonctionne correctement. Et aussi, malheureusement, certains courants de pensée qui sont un peu avec des pensées nauséabondes au sein même des unités. Ainsi, le film vient nous parler des différents plans, de beaucoup de choses et peut-être trop, mais toujours en développant un véritable propos de fond et avec beaucoup d'intérêt. Et si je dois te donner une bonne raison de voir ce film, elle est simple. On est là face à un film sacrément efficace. Et oui, je sais, c'est un terme qu'on utilise à tort et à travers. Mais pour le coup, dans ce cas précis, ça colle parfaitement bien au film, où il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, où tout se déroule devant nos yeux de manière logique, compréhensive et extrêmement bien travaillé. En gros, tu es face à un film qui a beaucoup de savoir-faire, qui n'est pas dans des tentatives incroyables pour te prouver sa force, mais qui va tout faire pour te raconter une histoire qui viendra forcément faire écho à ta propre histoire. Donc si tu veux un bon polar ou simplement un bon film français, va soutenir ce genre de projets qui sont clairement ce que tu recherches. Bon, maintenant on va rentrer dans la zone théorie, dans la spoiler zone. Donc je vais essayer un peu de te donner un peu ce que j'ai ressenti dans le film, ce que j'appréhende, une petite théorie que j'avais. Donc ceux qui ne l'ont pas encore découvert, je vous invite à couper le podcast, courir jusqu'à votre salle de cinéma la plus proche, prendre une place pour le film, le regarder et prendre le temps d'écouter la fin de ce podcast du retour de la salle. Comme ça, vous découvrirez un peu tout ça. Et puis pour les autres, allons-y. Autant le dire de suite, pour moi le film nous aiguille sur les potentiels tueurs, même sur le ou la potentiel tueur. Nous voyons tous les potentiels tueurs qui vont passer devant nous sans réellement avoir une possibilité de l'un plus que l'autre. Mais au fur et à mesure, un personnage devient celui qu'on pense pouvoir être le tueur. Je parle bien entendu de Wilfried Tuche, qui s'appelle dans le film Vincent. Oui, vous le connaissez de là. Moi, j'ai un peu eu du mal à me rappeler qui jouait là-dedans.
On comprend que c'est un homme violent, ayant fracassé le visage de sa précédente copine, revendiquant un côté animal et ayant eu une relation avec Clara. De plus, sa femme, terrorisée par lui donne un alibi qui peut clairement laisser douter de sa véracité. On peut couper à ça l'alcool à 90, apparemment utilisé comme détachant, retrouvé chez eux et bien caché, et le dérapage qui pourrait bloquer les poursuites. Bref, le cocktail parfait pour désigner cet homme. Mais à titre personnel, je ne pense pas que c'est ce personnage qui a tué Clara. Je pense que c'est Nathalie, la conjointe effrayée de Vincent, qui aurait pu faire le coup. Premièrement, car le film nous développe un véritable plaidoyer, encore une fois, contre le féminicide, en nous montrant la réalité et le fait que ce soit des hommes qui s'occupent des affaires de femmes. Et dans ce cadre-là, les seules potentielles personnes pouvant être impliquées dans ce meurtre sont des ex de Clara. Et pourtant, Nathalie a toutes les bonnes raisons de développer de l'animosité envers Clara et de péter un plomb. Je veux dire, elle est clairement au courant que son homme a une relation avec une autre personne. Elle est baignée constamment par la violence et on le voit par le fait que il lui dit qu'il veut lui casser la gueule, machin, etc. Et forcément, on reproduit ce qu'on vit. Et donc, elle aurait pu reproduire une animosité et reproduire réellement ceci. Là où je trouve que la théorie est encore plus intéressante, c'est qu'elle montre encore une fois une certaine violence faite aux femmes, de ne pas les considérer capables d'un tel acte parce qu'elles sont femmes, et donc de devenir insoupçonnables. On ne la soupçonne à aucun moment. C'est une claire dévalorisation chronique, encore une fois, d'une personne par son sexe. Alors, c'est certes entre guillemets une dévalorisation un peu positive puisqu'on dit qu'elle ne tue personne, mais c'est clairement une dévalorisation quand même parce qu'on se dit c'est la petite femme chétive un peu dans le prisme de tout ça et donc forcément non, c'est pas elle se fait taper dessus, elle peut pas faire ça en plus. Bon, et puis pour aller un peu plus loin, 2 passages du film font véritablement penser que cette théorie est possible. Premièrement, lors du visionnage de la caméra dans le cimetière, 2 chats passent à des moments différents devant la tombe. Chat qui clairement ressemble à celui de Nathalie qui nous est un petit peu montré dans le film, et d'ailleurs qui est le seul chat autre qu'on voit dans le film. Et chat qui rappelle aussi à s'y méprendre l'alibi donné par Nathalie pour sauver son conjoint. Alibi comme quoi son chat était malade et comme quoi elle s'était réveillée plusieurs fois dans la nuit. Tiens non, elle s'est réveillée plusieurs fois dans la nuit, donc elle pourrait très bien aussi être allée à la rencontre de Clara pour la tuer. Deuxièmement, suite au dérapage de Marceau, la procédure est rendue plus complexe pour la poursuite de Vincent. Et on sent qu'il y a un attachement émotionnel assez fort du policier envers Nathalie, portant le même nom que sa femme. Elle est donc forcément écartée des pistes potentielles, volontairement ou non, mais en tout cas un petit peu exclue pour la protéger, puisque clairement nous n'avons en plus aucune explication sur la fin de relation d'amitié entre Marceau et Johan, et sur la passation d'enquête entre services. Ça nous est développé de manière extrêmement petite, et donc il y a peut-être une certaine forme de protection ou une certaine forme d'œillères qui ont été créées par ça. Maintenant que tu as entendu ma petite théorie fumeuse, il faut être aussi très clair, le film n'a aucune volonté de donner de réponse, et c'est fortement probable que mon imaginaire s'est créé des affabulations, tout simplement. Mais j'avais envie de vous partager ça parce que j'ai l'impression que l'humain a toujours besoin de réponses, même si dans 20% des enquêtes, il ne trouvera que des histoires. Et donc, moi, je t'ai donné mon histoire. C'est tout pour moi sur la nuit du 12. Vous l'avez compris, Dominique Moll a encore frappé très fort. Et moi, je te le dis à la semaine prochaine pour passer la frontière pyrénéenne et découvrir encore de sombres affaires. En attendant, je te conseille de mater des films. Pas trop fait engueuler, on dirait. Figurez-vous qu'on a un destin. C'est la fin du cinéma. Mais je crois que le cinéma existera toujours.